Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Emmanuel présente Jean-François Roberge. En fait, là, on s'en va où? Toi qui as googlé tout notre trajet, là. J'ai aucune idée, là. On est chemin de Chambly. On s'en va sur la rue Bourgogne, au bureau de circonscription du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. On le sait, hein, le Québec a eu son lot de médecins ministres de la Santé. Eh bien, voilà notre prof ministre de l'Éducation. Ben, c'est un choix naturel. Il a quand même écrit un livre là-dessus. C'est un enseignant. Il a enseigné au primaire pendant 17 ans. Il était porte-parole de la CAQ en matière d'éducation. Il a écrit un livre sur si on réinventait l'école. Mais là, comme ministre, c'est intéressant parce qu'il est pris en l'idéal de ce qu'il a publié puis la réalité de ce qu'on peut faire, tu sais. Ça va d'ailleurs être ma première question. Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge. Jean-François Roberge va vous le raconter. Sa passion pour l'éducation lui a été transmise par un certain Monsieur Simard, un prof finalement comme on a tous rêvé d'en rencontrer. Parent, agent d'immeuble, puis commerçant, Jean-François Roberge a grandi sur la rive sud de Montréal, bon élève, mais pas trop, sportif surtout. Mais imaginez le joueur de hockey débarquer dans un atelier de théâtre au secondaire. C'est ça, Jean-François Roberge. Il a goûté à la politique dès l'université en se faisant élire à l'association étudiante de l'UQAM. Puis il a été élu à la présidence de Force Jeunesse. Son grand amour, mis à part bien sûr son épouse et ses 2 filles, c'est bien sûr l'éducation. 17 ans qu'il a passé à enseigner la 5e année du primaire. La beauté et les défis du système d'éducation, il les a dans les veines. Il a même publié un plaidoyer pour une refonte du système scolaire au Québec. La première grande priorité que je vais aborder, c'est l'éducation. Pour la première fois depuis les années 60, l'éducation va être la première priorité du gouvernement et notre grande ambition, c'est rien de moins que de donner à chaque enfant tous les outils pour aller au bout de son potentiel. Son premier ministre, vous le savez, a placé la barre haute. La balle est maintenant dans son camp. Je vous présente Jean-François Roberge. Là, y a-tu du stationnement? Hey, le compas dans l'œil, 9h51, mesdames et messieurs, bonsoir. Perfecto. On a une petite minute pour reprendre nos esprits, enlever mes graines de sésame. Yeah, ça va être parfait, ça. OK, let's go. You ready? We go. Off we go. Salut, ça va bien? Salut, ça va? Ben oui, bienvenue à Chambly. Merci, merci. Je voulais vous demander, vous avez tellement réfléchi à l'éducation, vous avez été prof pendant 17 ans, c'est pas intimidant d'être ministre de l'Éducation maintenant? C'est pas intimidant, non. C'est exaltant, c'est stimulant, mais c'est pas intimidant d'être ministre de l'Éducation. C'est passionnant. Oui, mais vous avez écrit un livre, vous avez tout mis sur la table. Puis là, maintenant, c'est comme sur vos épaules de transformer ce réseau-là dont on déplore l'état en ce moment. Ouais, ben, on a la pression qu'on accepte. Il y a des gens qui veulent me mettre de la pression, mais il y a personne qui est plus dur avec moi que moi-même. Donc, en partant, il n'y a pas quelqu'un qui peut me mettre une pression que j'ai pas mis moi-même sur mes épaules. Puis, si j'essayais de tout faire en 3 mois ou en 6 mois, ça serait terrible. D'abord, c'est sûr qu'on courrait à l'échec. Puis là, il y aurait une pression incroyable. Moi, je sais qu'on a 4 ans
Et j'espérais même 8. On en a assez pour 8, juste dans mon livre. Là. Mais chaque geste qu'on pose est une victoire en soi. Chaque fois qu'on améliore le système, moi, je dors bien. Donc, j'ai pas à me mettre la pression de tout faire dans les premiers mois. Là. On sait peu de vous, sinon que vous êtes que vous avez enseigné pendant 17 ans, vous êtes passionné par ce sujet-là. Vous avez une sœur, des parents qui ont été agents d'immeubles et qui ont ouvert un commerce de vitraux. C'était quoi la vie du jeune Jean-François Roberge? Vous êtes bien informé. La vie du jeune Jean-François, c'était d'être à la maison, disons au primaire, gardé par ma grande sœur, Maryse, qui a presque 7 ans de plus que moi. On se chicanait beaucoup parce que justement, il y avait une grande différence d'âge entre elle et moi. Là. Donc, elle était à l'âge où elle voulait vivre sa vie, puis elle était prise pour garder son petit frère. Mais au-delà de ça, c'est une belle enfance. Là. Au-delà de chicanes un peu enfantines, là, ça a été une belle enfance. J'allais souvent au commerce de mes parents. Je trouvais ça très intéressant de regarder ça, comme spectateur, là, de m'asseoir dans un coin, de regarder les clients entrer, de regarder mes parents, gérer les employés, gérer l'inventaire. J'accompagnais ma mère pour aller acheter les choses chez les fournisseurs. J'ai aidé à remplir la voiture ou la camionnette. Ça, c'était très intéressant. Je trouvais ça passionnant de voir les dessous du commerce. Puis mes parents étaient très, très transparents sur des questions d'argent. Tout était un livre ouvert. Je voyais ma mère le soir faire les comptes, les entrées, les sorties, les salaires. Puis j'étais avec elle. Des fois, elle me faisait réviser à la calculatrice. Vous savez, celle qui tourne avec un petit papier, là. Oui. Ça faisait une espèce de ruban de 3-4 mètres de long de papier, là. Puis on révisait ça ensemble. Ça, c'était intéressant. Puis il y avait beaucoup de place pour les arts et la culture à la maison. Ah Beaucoup. Ma sœur qui est devenue comédienne, puis animatrice, puis réalisatrice, mais elle a fait l'École nationale de théâtre du Canada, elle a fait du théâtre toute son adolescence. Moi, j'ai suivi aussi. Ça fait que j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'impro, j'ai fait de la mise en scène, puis le vitrail. Mais j'ai enseigné le vitrail aussi. Vous saviez en faire? Oui, j'en ai fait. J'ai plein de créations chez moi, puis j'en ai enseigné à 16 ans. Je travaillais au commerce de mes parents, mais j'enseignais à des dames de 50, 60 ans, surtout des dames qui prenaient des cours de vitrail. Ouais, pendant 4 ans. Ouais. Ça venait d'où pour vos parents, cet intérêt pour le vitrail? Tu sais, c'est pas... C'est pas usuel. Ça fait un peu Moyen-Âge, là. Mon père, qui était agent d'immeuble, vivait mal avec le stress de l'agent d'immeuble. Tu sais, tu vends, tu fais de l'argent, tu vends pas, t'as investi des dizaines d'heures dans un projet, donc c'est tout ou rien. Puis ça le stressait beaucoup, ça fait qu'à un moment donné, il cherchait un hobby, comme on dit. Et puis il était artiste, mon père, il faisait du fusain, il faisait du dessin, il faisait de la peinture autodidacte. Ça fait qu'il a vu cours de vitrail, il a pris un cours. Puis après quelques semaines, je me souviens, il était à table, il dit "Écoute, je suis meilleur que mon professeur." Et puis, il s'est mis à en faire passionnément au sous-sol de la maison. Puis après ça, il a dit, bon, c'est beau, on se lance en affaires. Et puis, il a loué un local. Il s'est lancé en affaires, ça a bien été. Quelques années après, ils ont acheté un édifice. Puis là, ils ont vraiment grandi. Puis là, ils étaient propriétaires. Et puis voilà, ils se sont lancés comme ça. Puis moi, je trouvais ça intéressant là, de voir mes parents faire tout ça. Ils étaient très transparents. Là. Nos parents disaient, là, vous savez, on se lance en affaires, on va couper les dépenses pendant un certain temps. Puis bon, voilà. Puis vous, est-ce que vous êtes déjà allé visiter la Sainte-Chapelle à Paris? Je suis pas allé à Paris. Vous êtes pas allé? Je suis allé à bien des endroits. Je suis allé en Europe. Le plus beau vitrail que vous ayez jamais vu? J'en ai vu des très beaux au Vatican. Ah ouais? Ouais, j'ai vu le Vatican il y a 2 ans. Donc, c'est là, les plus beaux. Mais, en fait, les plus beaux en termes de Moyen Âge, mais les plus beaux vitraux que j'ai vus, c'est ceux que mes parents ont fait, pour vrai. Les créations, parce qu'ils faisaient de l'art moderne. Là. Ils faisaient autant des vieilles affaires là, à l'ancienne que des grandes verrières de 3 pieds par 4 pieds avec... c'était de l'art abstrait, avec des formes, des couleurs. Ça, c'était très beau. Il y a plusieurs maisons à Montréal, des maisons très, très cossues de plusieurs millions de dollars qui ont des vitraux, des créations de mes parents sur lesquels j'ai travaillé, qui sont magnifiques. Là. Des fois, c'est des murs qui séparent, supposons, la cuisine de la salle à manger. Et c'est des grandes verrières extraordinaires. Ça, c'est les plus beaux que j'ai vus de ma vie. C'est ceux de mes parents. Oh wow! Est-ce que vous en avez chez vous? Ouais, pas une si grande verrière que ça.
Ben, j'ai quelques lampes, puis j'ai le classique là, dans la porte d'entrée, le vitrail de la porte d'entrée. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai dessiné. Puis ça représente notre famille. C'est des colibris là avec voilà, c'est ça. Oh, et c'est wow. dans un thermos là, puis voilà. Vous étiez comment, vous, à l'école, quand vous étiez jeune? Il y a eu 2 phases. Au primaire, j'étais toujours dans la lune. Je comprenais assez vite et j'avais une imagination débordante là. Hein? Et fait que c'était toujours écrit dans mon bulletin à son affaire, mais dans la lune, ou bon résultat, mais dans la lune. Moi, je comprenais, puis après ça, je regardais par la fenêtre, je m'inventais des histoires, des écureuils, n'importe quoi, là. Puis, m'emmener, il me rappelait, hop, où est-ce qu'on est rendu? Puis je revenais. Puis au secondaire, ça a été un peu plus difficile, des notes en dents de scie, un intérêt plus ou moins grand. Je faisais le nécessaire pour passer d'une année à l'autre. Jusqu'à en secondaire 4, je dis bon, là, ça prend des bonnes notes. Voilà, j'ai eu des bonnes notes. Secondaire 4, hein, c'est l'éveil de tout adolescent, hein, ça? Ben, j'avais compris comment fonctionnait le système, là, mathématique. Dans le fond, jamais personne va te demander tes notes de secondaire 1, secondaire 2, en réalité. Là. Non. Donc, pourquoi pas vivre une vie d'adolescent, puis j'aimais mieux passer mon temps dans les arénas, jouer au hockey, 3-4 parties, 5-6 parties. Parce que vous avez joué longtemps au hockey, là? Ouais, de 4 ans à 18 ans. Jusqu'au début. J'ai fait une demi-année junior, mais là, justement, j'étais rendu au cégep. Ouais, mais pas, attends, junior A. On est bien loin de l'élite, là. Assez pour s'amuser, mais pas assez pour pas assez pour rêver rêver d'une joueur de carrière. hockey? Non, j'aimais ça. Jouer au hockey, j'aime encore ça, mais je me suis jamais fait croire que j'avais un talent pour en faire un professionnel. Non. Oh non. Puis pourquoi décider de choisir l'enseignement dans la vie? Parce qu'il y a un professeur marquant qui m'a montré que ça pouvait être vraiment extraordinaire. Monsieur Simard? Ouais, j'en parle dans mon livre, Léon Simard, qui m'a montré qu'on pouvait être passionné, passionnant, qu'on pouvait sortir des manuels, qu'on pouvait, si on maîtrisait vraiment notre contenu, on n'avait pas besoin d'aucun manuel, on pouvait partir du programme puis amener les jeunes à développer des compétences, les stimuler, les mettre face à leurs contradictions, les faire évoluer. Qu'est-ce qu'il enseignait, lui? Il enseignait français et il enseignait catéchèse, parce que c'était à l'époque c'est réseau confessionnel, donc enseignement religieux catholique. Et il nous faisait les paraboles, c'était incroyable. Il nous mimait ça, là, puis c'était un théâtre extraordinaire. Il faisait tous les personnages, un après l'autre. Puis c'était vraiment passionnant là quand il nous faisait ces paraboles puis tout ça là. Ça n'a pas fait de moi un croyant, mais ça a fait de moi quelqu'un qui apprécie encore plus le théâtre. Non, vous croyez pas en Dieu? Ah, pas tellement. Non. Est-ce que c'est pour ça que vous trouvez qu'on devrait mettre l'idée que Dieu n'existe pas dans le cours d'éthique et culture religieuse? Non, il n'y a pas de lien. Je pense qu'il faut que le cours d'éthique et culture religieuse soit revu. Hein. Je pense qu'il est nécessaire, mais disons maladroit dans sa formule actuelle, tout simplement. C'est ça. Donc, vous avez commencé à s'enseigner à 22 ans? Oui. En quelle année? 5e année. Racontez-moi. J'ai été titulaire au 3e cycle pendant 17 ans. J'ai toujours été... Donc, vous n'avez jamais eu les tout-petits, jamais... Non, je les ai eus dans mes stages, voilà, parce que j'ai fait un stage en maternelle quand j'étais à l'université, en 2e année, en 6e année. Puis, je m'amusais quand j'enseignais, par contre, à faire du parrainage avec des grands et des petits. J'allais des fois dans les classes des petits, mais j'ai pas été titulaire d'une classe, supposons, de 2e année ou 3e année. Auriez-vous voulu ou ça vous intéressait pas? Ça m'intéressait moins. Je préférais les plus grands, tout simplement, mais j'aimais la magie d'être avec les petits. Ça m'arrivait quand j'avais une période libre, supposons mes enfants étaient avec le spécialiste en anglais ou en éducation physique. J'allais des fois dans les classes de maternelle juste faire du co-enseignement pour le plaisir. Aider ma collègue en maternelle ou en première année, juste pour le plaisir d'être avec les jeunes. Puis... mais je préférais être titulaire d'une classe de grands. C'est relatif, grands, 10-11 ans, là, mais c'était des grands du primaire. Est-ce que vous vous rappelez de votre première journée comme prof? Oui, je me souviens. Prof titulaire, 22 ans, j'entre dans la classe. Et j'étais tellement content d'être là. C'est incroyable. Là. C'est un rêve.
Je me souviens de leur avoir dit, vous avez plus d'expérience que moi dans cette école. Je dis, vous, ça fait 5 ans, 6 ans que vous êtes dans cette école. Moi, je suis un petit nouveau. Ça fait que vous allez m'aider à vous aider. Puis, j'essayais de faire du co-enseignement, de la co-construction avec eux autres. Je leur ai demandé, c'est quoi selon eux un bon prof? Puis, c'est quoi selon eux un bon élève? Puis, je faisais un petit peu de... Disons que je les embarquais un peu dans le jeu de dire que les élèves allaient m'enseigner comment être un bon prof. Ça fait que ça les responsabilisait. C'est quoi un bon prof? Aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup de bons profs différents. Sincèrement, là, il y a pas mal de bons profs au Québec qui sont très différents les uns des autres. Puis, il n'y a pas une bonne pédagogie. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, là, que c'est avéré, que la science l'a montré, que, bon, c'est pas nécessairement les meilleures techniques, mais il y a pas une recette magique. Mais je pense que si je veux répondre à la question quand même, un bon prof, c'est quelqu'un qui mise beaucoup sur la relation entre l'enseignant et l'élève, c'est sûr. Un prof qui se sent pas menacé par les parents, qui veut travailler avec eux autres. Ça, c'est nécessaire de s'ouvrir aux parents. C'est un prof qui maîtrise le programme sur le bout de ses doigts. Faut que tu puisses oublier ton manuel sans problème. Faut pas que tu enseignes à partir du manuel, faut que tu enseignes à partir du programme. Ça, c'est nécessaire. Puis c'est un prof qui est en formation continue et qui doute tout le temps. Un bon prof est un prof qui doute. Ah oui? Ouais. Qui doute de lui-même, qui doute de la meilleure approche. C'est ça. Puis c'est ce qui fait aussi que les bons profs, sont parfois fragiles ou sont peut-être sujets des fois à faire des épuisements professionnels ou parce qu'ils donnent énormément puis ils doutent énormément. Donc, jamais je ferai un jugement négatif sur un prof en épuisement. Je me dis, il devait être vraiment bon, lui. Ah oui, hein? Ou elle, parce qu'ils ont tout donné. Puis un bon prof, c'est quelqu'un qui prend un élève tannant, qui écoute pas, qui est pas intéressé, puis qui en fait un bon élève? Un bon élève peut être tannant. Tous les élèves sont des bons élèves. Il n'y a pas de mauvais élèves. Vraiment? Oh, il n'y a pas de mauvais élèves. Ça n'existe pas un mauvais élève. Non, il y a des élèves qui vivent des choses difficiles. Il y a des élèves qui ont des troubles d'attention. Il y a des élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Il n'y a pas de mauvais élèves. Je crois pas à ça. J'ai jamais eu un mauvais élève. Jamais? Non, ça se peut pas un mauvais élève. Est-ce qu'il y a un élève qui vous a touché plus que les autres, qu'encore aujourd'hui, comme ministre, vous pensez à lui? J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'élèves, je revois leur visage. Là, même il y en a que ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Je me souviens de leur visage, je me souviens de leur nom. Je les nommerai pas là, ici comme ça, parce que bon, c'est leur vie privée. Mais ouais, c'est pas tout le temps il y en a que c'était des élèves doués, dont je me souviens, parce qu'ils étaient impressionnants dans leur façon de comprendre les choses, puis d'amener des réflexions qui déstabilisaient l'enseignant. Puis il y en a que c'était des élèves très tannants ou qui ont vécu des difficultés ou tu sais, en 17 ans, je n'ai passé des difficiles. Là. J'ai eu un élève de 10 ans qui a fait une tentative de suicide, là, à 10 ans. À 10 ans? Ouais. Puis c'était un autre élève qui l'a sauvé de ma classe. Fait qu'on se remet de ça. Ça fait un climat de classe spécial le lendemain. Comment on fait? Ouais. On écoute, on fait appel à des professionnels, on en parle à la direction d'école, on en parle aux psychoéducateurs qui viennent nous aider parce que on sait pas comment, il n'y a rien qui nous prépare à ça, là. Donc, et c'était de bons élèves. Autant celui qui a fait une tentative de suicide que celui qui l'a sauvé. Parlez-moi de la nuit des livres, c'est ça? Ouais, la nuit de lecture que j'appelais la nuit juste pour lire en faisant un petit jeu de mots. Avant qu'il nous survienne des scandales. C'était bon de s'identifier à Juste pour rire à l'époque. Oui, c'est ça. La nuit juste pour lire. Ouais, mais ça c'était passionnant parce que c'était une façon de transformer la lecture en fête complètement. Parce que souvent, les élèves, surtout les garçons, on veut pas généraliser, mais c'est vrai, voient la lecture un peu comme une corvée. Pourquoi je lirais ça? Bon. Donc, de dire que les jeunes vont passer une nuit à l'école, puis vont s'amuser, puis que c'est grâce à la lecture qu'on vient faire un paquet d'activités, puis qu'on vient jouer à l'école, qu'on va faire une nuit blanche. C'est une façon de transformer quelque chose qui peut être rebutant en quelque chose de très amusant. Une nuit blanche à 5 ans, en 5e année, les parents éta't d'accord? Presque tous. Ah oui, hein? Ouais. Quand il y en avait 2-3 qui étaient pas d'accord, je les appelais. Puis je les convainquais. Puis je dis, écoutez, venez donc coucher à l'école. Venez avec nous autres.
Voilà, ça vous êtes pas rassuré. Ah, mon enfant est pas assez mature. Mon enfant, le lendemain, va être fatigué. Je dis, ouais, mais il va être fatigué pendant une journée, mais il va s'en souvenir toute sa vie de sa nuit de lecture. À 5-6 ans, tu l'oublies, mais à 10-11 ans, tu te souviens toute ta vie de ce que tu as fait quand tu as vécu quelque chose de spécial. Puis on la préparait pendant des semaines. C'est ça. En réalité, c'était un tour de passe-passe que je faisais aux élèves parce que ils lisaient pas tant que ça pendant la nuit de lecture. On va se le dire, là. Il y avait des activités de littérature, il y avait de la lecture à relais, il y avait des appréciations littéraires. Un moment donné, je leur faisais un conte. Donc, il y en avait de la littérature. Mais supposons que sur toute la nuit, ils lisaient, on va dire, 3 heures. Bon. Mais pour se préparer à la nuit de lecture, on faisait peut-être 15 heures de lecture et de littérature. On s'en allait à la bibliothèque municipale, on faisait nos auteurs préférés, on faisait des illustrations de livres, on faisait des arts où on détruisait des livres pour en faire des sculptures. On faisait plein d'affaires avant qui les amenaient à découvrir leurs auteurs préférés pour se préparer à la nuit de lecture. Ça fait que ils se faisaient un petit peu avoir là-dedans, mais dans le fond, c'était correct. C'est légal. Qu'est-ce qui vous a ouvert à la littérature puis à la lecture, vous? Le journal. Le journal? Ouais, le journal et ma marraine. Mon père, tous les matins, lisait la presse papier, qui était très grande, qui se déployait en plusieurs cahiers, là, qui prenaient toute la table de la cuisine. Et ça prenait un bon 45 minutes tous les matins. Là, mon père s'installait, puis il parlait pas, il lisait sa presse. Et j'étais impressionné par ça. Puis moi, j'ai appris à lire à l'envers. Je m'installais en face de lui, puis je déjeunais, puis je lisais le journal à l'envers. Et à un moment donné, je me mets à parler avec lui de ce qu'il venait de lire. Il dit, voyons, tu l'as pas lu encore, Jean-François? Je dis, ben oui. Puis là, il s'est rendu compte, je suis capable de lire aussi vite à l'endroit qu'à l'envers. Là. Je peux lire votre feuille en ce moment. Sans aucun problème. Et, donc, mon père et la presse, tous les matins, une lecture non négociable. Et ma marraine qui, à chaque année, m'abonnait à la petite revue Sélection. Okay. Sélection du Reader's Digest. Qu'il y a dans l'entrée ici, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, qu'il y a dans tous les bons cabinets de dentistes. Et de recevoir, donc à tous les mois, j'avais de la poste à moi, très jeune, mettons à 7-8 ans, là. Puis je lisais ce que je comprenais. Il y avait des articles trop compliqués pour moi, c'est pas grave. Je le feuilletais. Il y avait tout le temps des pages avec des blagues supposément drôles, rions un peu. Il y avait tout le temps l'histoire improbable de quelqu'un qui s'est fait sauver d'une attaque d'alligator ou de je sais pas quoi. J'ai une collègue qui faisait ça, d'écrire ces articles-là. Ouais. Il y a toute une technique au fait de comment on les écrit, là. Mais je trouvais ça, parce qu'il y avait toujours quelque chose à lire. Tu sais, t'as 10-15 minutes, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu prends le Reader's Digest, puis tu lis un article. Donc, j'ai été initié par ça. Mes premiers romans, moi, je les ai lus au secondaire. Au primaire, aucun de mes profs m'a fait lire un roman. Puis, ça me... Les Bob Moran, ces trucs-là? Mais moi, j'ai lu ça au secondaire. OK. Ouais. Puis, je suis pas le seul. Là. Je pense que moi, j'ai 44 ans. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens de 40 ans et plus qui lisaient des romans au primaire. C'était des albums qu'on lisait, si vous vous souvenez bien. Ouais. Et aujourd'hui, il faut s'épater de la capacité de nos jeunes à lire beaucoup plus que ce qu'on lisait. Les jeunes lisent beaucoup plus et mieux que ce qu'on lisait. Vrai, hein? Ça, c'est la réalité. La littérature jeunesse, aujourd'hui, c'est un marché incroyable. Mais c'est plus varié. Quand vous et moi, on avait 7, 8, 9, 10 ans, là, ce qu'on lisait, c'était des albums et des BD. Qui avait lu 3-4 livres du journal d'Aurélie Laflamme ou d'Harry Potter ou n'importe quoi? Parce que pour nous, les petites filles, c'était les comtesses de Ségur, là, mais c'était quand même... C'était quoi? C'était un bon 150-200 pages, là, les malheurs de Sophie. Ouais. Est-ce que vous lisiez ça vraiment au primaire? Ouais. Moi, j'ai lu les malheurs de Sophie en 4e année. OK. Mais là, j'avais lu un livre, tu sais, c'est comme... J'en ai lu un dans mon primaire. C'est ça. Mais les jeunes, là, lisent beaucoup plus que ce qu'on lisait. Il faut dire que l'offre est supérieure à ce qu'on avait. Il y a des romans pour les jeunes garçons, il y a des romans pour les jeunes filles, il y a des romans illustrés, il y a un paquet d'affaires. Pourquoi c'est important de lire? Ben, ça ouvre sur tout. Tu t'aimes l'astronomie, ça passe par la lecture. T'aimes le sport, ça passe par la lecture. T'aimes l'imaginaire, ça passe par la lecture. Il y a rien que tu peux pas atteindre par la lecture, que ce soit par des romans,
des biographies, des revues scientifiques, des articles de journaux. Sur Internet, aujourd'hui, nos jeunes passent du temps sur les écrans. Très souvent, ils sont en train de lire quelque chose pareil. Ils sont en train de lire. Il n'y a pas juste des vidéos YouTube, là. Souvent, ils sont en train de lire des trucs sur Internet quand même. Vous écrivez dans votre livre, vous citez André Malraux, qui dit « La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la Terre. » Pourquoi vous interpelle cette phrase-là? Ben parce que chez moi, la culture a toujours été très importante. Là. Je l'ai dit tout à l'heure, mon père peignait, faisait du fusain, faisait du vitrail. Ma mère faisait du vitrail aussi. Ma mère écrivait, elle écrit encore, des monologues. Pour ma sœur et moi, qui on se promenait. Ah oui, ça, c'est drôle. Je vais vous conter ça. Ma sœur de 6 ans, mon aînée, j'avais 17, 18 ans, elle faisait des concours d'art oratoire et des petits concours d'humour dans des bars. Okay. À 17, là, elle rentrait déjà, là. Puis à 18, 19, 20, elle faisait ça. Elle a partagé la scène avec Stéphane Rousseau une couple de fois, d'ailleurs. Et Michel Courtemanche aussi. OK. Et moi, à 12 ans, je la suivais. Et j'entrais. Vos parents vous laissaient la suivre dans des bars où elle faisait des... On allait, oui. On allait, puis on disait, regardez, j'accompagne, là, elle va faire le petit spectacle tantôt. Et là, ma mère, qui arrivait, qui allait voir le gérant, elle dit, écoutez, là, ce soir, c'était souvent des soirées d'humour, mais sous forme de compétition. Il y avait toujours à la fin une petite remise, un petit diplôme ou d'un $50, là, au premier. Et là, ma mère disait, mais mon fils, qui a 12 ans, il y a un petit numéro, un 5, un 7 minutes. Est-ce que vous laisseriez le faire en première partie? Et là, j'y allais. Et j'allais faire mon petit numéro d'humour à 12, 13, 14 ans. Donc, il y avait définitivement, donc, entre mon père qui faisait du fusain, ma mère qui écrivait des monologues d'humour. Et puis, on allait au théâtre chez moi 5, 6, 7 fois par année, tout le temps, là. Donc, c'est très important pour nous, la culture. Est-ce qu'il y a un auteur qui vous a marqué dans votre vie plus que les autres? La réponse plate, c'est non. Il n'y a pas un auteur. Je lis toutes sortes de choses. Je lis pas des grands essais philosophiques. C'est pas ça qui vient me chercher plus. Je lis beaucoup sur l'éducation. Pas juste depuis que je suis ministre, là, mais tu sais, j'ai toujours été intéressé par la littérature là-dessus. Sinon, je lis des romans, je lis des biographies. Puis je lis des romans qui me lèvent pas nécessairement. Là. Des romans, pour moi, c'est pour me distraire. Quand je veux lire du sérieux, je lis des biographies ou des essais sur l'éducation. Okay. Voilà. Mais je peux pas dire que je lis des romans de grande littérature. Ça, je les ai lus quand j'étais, disons, à l'école. OK. Ouais. Quand je lis des romans, c'est pour me distraire, là. OK. C'est comme ça. Quand on regarde votre livre, là, on voit tous les chantiers que vous voulez ouvrir pour l'éducation, donner... C'est vraiment réinventer l'école. Le titre est bien choisi. Mais en même temps, je regardais, puis les maternelles 4 ans, c'est comme 1 page et demie dans un livre de 150 pages. Ouais. Quand on regarde votre gouvernement aller, on dirait que vous mettez tous les œufs dans le panier de la maternelle 4 ans. Puis moi, je lis tout le reste du livre. Je dis, mon Dieu, mais c'est pas tout le reste qui est encore plus important. Ben, je suis très content que vous l'ameniez parce que la maternelle 4 ans, c'est important. Mais c'est une mesure parmi plusieurs autres. Et les oppositions s'opposent bêtement. Là. Disons, dans l'opposition, on va s'opposer. Puis 2-3 groupes ont décidé médiatiquement de faire croire aux Québécois que le programme de la CAQ, c'était les maternelles 4 ans. Puis ça marche à date. J'ose dire qu'il y a plusieurs médias qui sont tombés dans le panneau. Alors qu'on a plein d'autres choses. Je dépose un projet de loi sur les frais chargés aux parents. On l'étudie dès la semaine prochaine. J'ai déjà changé quelque chose pour que les jeunes bougent davantage. On a changé l'horaire pour qu'il y ait 2 récréations par jour. On va rajouter du parascolaire au secondaire, qui est un programme ultra ambitieux pour valoriser l'école publique, la classe régulière, avoir plus de mixité sociale dans nos écoles. Ça va être majeur. Ça va être un legs très important. On va revoir l'architecture de nos écoles pour les constructions d'écoles. On va valoriser la profession enseignante. Je suis en train d'implanter un programme de mentorat pour les enseignants qui entrent dans la profession. On perd trop de jeunes enseignants. Donc, je travaille sur l'enseignement supérieur. On revoit la formule de financement des cégeps. On revoit la formule de financement des universités. Donc,
La maternelle 4 ans, c'est peut-être 15% de mon temps dans une semaine. Ah oui, seulement? C'est 97% de l'espace médiatique qui ne parle d'ailleurs que d'éducation et très peu d'enseignement supérieur. Alors, bon, si on me dit vous êtes obsédé par la maternelle 4 ans, pas du tout. C'est une mesure très importante auquel je tiens, qui va, j'en suis convaincu, dans 15 ans, augmenter les taux de réussite. Mais d'ici là, on va faire bien d'autres choses. Bien d'autres choses. Ça va prendre longtemps avant qu'on sente le bénéfice que ces maternelles 4 ans-là vont amener à l'ensemble de la société? Ben oui, parce que on veut déployer le programme sur 5 ans. Donc, il y a des enfants qui auront 4 ans dans 5 ans qui sont pas nés. C'est des projets encore. Puis avant que ces enfants-là décrochent leur diplôme d'études secondaires à 16 ans, alors qu'ils sont pas nés, on s'entend que ça va prendre un certain temps. Donc, il faut accepter d'investir tout de suite pour des mesures qui vont être payantes plus tard. Puis c'est une phrase que je répète parce que mon père, qui est décédé il y a moins d'1 an, me l'a dit. Puis ça, c'est une phrase marquante, plus marquante que bien des auteurs que j'ai lus, qui disaient « Jean-François, ça prend du courage pour prendre un pépin de pomme, le planter, s'occuper de la jeune pousse, s'occuper du petit pommier en sachant que c'est pas toi qui vas cueillir les pommes. » Ben, c'est ça qu'on fait avec la maternelle 4 ans. Mais en attendant, on s'occupe de tout notre verger. Parce qu'il y en a plein de pommiers en ce moment-là. Donc, voilà, on fait ça, mais on fait bien d'autres choses. Le parascolaire, pourquoi c'est si important selon vous? Ça a été dévalorisé dans les dernières années? Ben, c'est au gré du vent, c'est au gré des inscriptions des parents, c'est au gré du leadership d'une direction dans une école qui décide d'en faire un enjeu ou pas, alors que la littérature le dit, puis il y a un paquet d'expériences à travers le monde qui le dit, c'est un facteur déterminant dans la motivation scolaire, dans la persévérance scolaire, Pourquoi? le sentiment d'appartenance. Ben parce que quand tu es à l'école, au secondaire, ce qui est valorisé, c'est les apprentissages, c'est les notes par les adultes. Mais quand tu es un ado de 13, 14, 15, 16 ans, ce qui est valorisé, c'est tes relations avec tes amis, c'est l'esprit de clan, c'est ta gang. Puis c'est dans quoi qu'est-ce que tu aimes faire, dans quoi tu es bon. Alors, si tu aimes faire du théâtre, ben, puis tu fais du théâtre dans la troupe de la ville, ben, quelle occasion manquée de prendre ça puis de le faire à l'école. Si tu joues au volleyball, au badminton, puis tu le fais avec les équipes municipales, ben, quelle occasion manquée de lier ça à l'école, d'associer le plaisir et le scolaire, puis de porter le chandail avec le logo de ton équipe secondaire. Philippe Laprise, qui est un résident de Chambly, qu'on connaît tous, là, auteur, humoriste, comédien, animateur, qui dit que s'il a complété son secondaire, c'est à cause de la Ligue d'impro. Parce qu'il y avait de la difficulté. Il l'a dit dans un monologue, là, je révèle rien. Là, il y avait un TDAH, c'était très difficile, puis il savait pas. Donc, c'est pire quand tu sais pas qu'est-ce qui rend l'école difficile. Mais à un moment donné, je sais pas, secondaire 3, secondaire 4, je sais pas à quel moment, il est sauté sur une patinoire d'impro. Puis là, il a vu qu'il était bon dans quelque chose à l'école. En quelque part, c'était à l'école par accident. Je veux dire, il y a rien de scolaire dans l'improvisation, mais son école avait décidé d'en faire une activité parascolaire, puis ça l'a permis de décrocher son diplôme. Qu'est-ce qui serait arrivé si Philippe Laprise n'avait jamais décroché son diplôme? On le saura pas, on veut pas le savoir. On est bien content qu'il soit l'homme qu'il est aujourd'hui. Ben, et ça, c'est vrai pour plein de jeunes. Et là, je parle de sport, mais ça peut être la culture, ça peut être les arts, ça peut être les activités scientifiques aussi. Il y a des clubs scientifiques, ça, c'est du parascolaire aussi. Il y a Amnesty International, qui a des clubs dans les écoles, c'est du parascolaire, ça aussi, là. L'implication. Léon Simard, là, dont on parlait tantôt, lui, ça s'appelait Jeunesse du Monde. Il était prof catholique. Hein? Jeunesse du Monde, c'est une espèce de regroupement catholique, mais qui fait du développement international. Puis on restait après l'école, puis il amenait le journal, mon Dieu, comment ça s'appelait? La revue Le Monde. Le Monde diplomatique. On lisait ça en secondaire 3, 4, 5, nous autres. Et puis on analysait ce qui se passait. Dans les années 90, c'était l'apartheid et tout ça. C'était du parascolaire, mais ça éveillait nos consciences. On trouvait ça incroyable de comprendre ce qui se passe en Afrique, en Inde, partout. Puis ça nous donnait une espèce de prise sur le monde. Ça déniaise, comme on dit. Donc, de l'ouvrir à tous, moi, je pense que ça va revaloriser notre école publique. Puis, ça va
permettent à bien des jeunes qui aujourd'hui choisissent des programmes particuliers, supposons sport-études, qui sont pas nécessairement qui sont pas des sports d'élite, qui sont pas non plus des élèves élites, là, qui ont 90-95%. Mais en ce moment, ils sont pris pour aller dans un programme sélectif s'ils veulent faire 3-4 heures de sport par semaine. Nous, on va le démocratiser. Ils vont pouvoir faire 4 heures ou 5 heures de volleyball par semaine, s'ils veulent, gratuitement, avec leur école, en étant dans le programme régulier. Et je suis certain qu'on va ramener des jeunes dans le régulier de cette façon-là. Vous n'êtes pas inquiet qu'on se ramasse au Québec avec un système d'éducation à 3 vitesses? Il y a l'école privée subventionnée, il y a l'école publique avec les programmes particuliers, puis il y a le reste du public. Qui est comme l'enfant pauvre. Moi, j'ai enseigné dans le reste du public. non, mais c'est... Puis, c'est ça. C'est pour ça qu'on veut investir dans le réseau public. On veut le valoriser, on veut le financer, on veut que ceux qui ont besoin de services les aient. Puis, je le répète, moi, je suis convaincu qu'en payant puis en rendant accessible le parascolaire 4-5 heures semaine pour tous les élèves du secondaire public régulier du Québec, on va ramener un paquet de jeunes qui sont en ce moment dans le privé puis dans les programmes sélectifs, dans les programmes réguliers. Parce que tu n'auras plus besoin de sortir du régulier pour faire de l'extraordinaire. Mais le régulier a tellement mauvaise réputation auprès de beaucoup de gens. Je pense que c'est à tort. Puis justement, c'est quelque chose qu'on va devoir faire sur plusieurs années. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, on va voir des changements dans les taux d'inscription. Parce que ça se décide quand nos jeunes sont en 5e année, 6e année. Où est-ce qu'ils s'inscrivent? Il faut donner le coup de barre tout de suite. C'est un gros bateau. Tu donnes le coup de barre, 2-3 ans après, le bateau commence à changer de cap. C'est correct. Je suis patient. Quand on lit votre livre, vous dressez quand même un portrait très sévère des structures en éducation, là. Les bureaucrates qui empêchent tout changement, les commissions scolaires qui sont une chaîne qui ralentit la progression de chacun des membres de l'équipage, les syndicats qui sont des empêcheurs de tourner en rond. Là, maintenant, c'est vous le ministre. Quand vous leur avez émis ces critiques acerbes-là, c'est pas évident maintenant de gagner leur adhésion, non? Mais on fait jamais l'unanimité. Quand on bouge, on fait pas l'unanimité. Ça, c'est sûr. Ça, celui qui ne fait rien d'habitude a plein d'amis parce qu'il dérange personne. Mais c'est pas de ça qu'on a besoin au Québec, là, d'un ministre qui dérange personne. Vous dérangez? Vous nous dites, je pense qu'à certains égards, oui. Mais à d'autres égards, je rassure. Puis notre gouvernement aussi ramène de l'espoir dans les écoles. Parce qu'il y a beaucoup de profs tannés de se battre contre un système. Des profs extraordinaires qui sont condamnés à l'ordinaire. Des profs qui veulent sortir du cadre, qui veulent sortir de l'horaire, qui veulent innover et qui sont dans un cadre qui est structuré, c'est pas un cadre flexible, c'est un cadre qui est rigide. Et quand je vais dans les écoles, il y a beaucoup de profs qui nous disent « lâchez pas ». Vous nous donnez de l'espoir, vous nous donnez l'envie de croire que le réseau peut s'améliorer, va s'améliorer. Puis moi, j'appelle ça opération libérer le talent. Il faut libérer le talent dans nos écoles. Il y a des directions d'école, il y a des professionnels, il y a des bénévoles dans les écoles, il y a des enseignants qui demandent juste ça. Qu'on lève l'ancre. Il faut juste lever l'ancre. Le bateau veut décoller, on a hissé les voiles, puis l'ancre est encore en train de gratter le fond. Et l'ancre, elle appartient à des structures lourdes. Vous n'êtes pas le premier à vous attaquer à ça, là. Tu sais, les commissions scolaires, les syndicats, la machine de ce ministère-là, qui est comme un trou sans fond. Comment on fait pour gagner l'adhésion de ces structures-là qui résistent au changement depuis tant d'années? Mais je m'attaque pas à personne. C'est pas une attaque à quelque chose. Quand on dit qu'on veut, dans la prochaine négociation, négocier avec le syndicat pour donner plus de latitude aux enseignants. Je veux dire, le syndicat travaille pour les enseignants, là. Donner de la latitude aux enseignants, moi, je pense que le syndicat va être intéressé à faire ça, puis le gouvernement va être intéressé à les aider. C'est pas contre personne qu'on le fait. Les directions d'école peuvent pas le dire. Ce sont des cadres. Ils ont un devoir de loyauté. Et des directions d'école qui ont parlé, ont vécu de l'omerta,
puis ont vécu des déplacements d'école. Tu sais, t'es dans une école de 600 jeunes, je t'envoie dans une école de 300 jeunes. Conséquence, ton salaire baisse. Ça, c'est la vraie vie dans nos écoles au Québec. Les directions d'école qui parlent et qui dénoncent des choses subissent des sanctions. Moi, je leur parle au quotidien, à micro fermé. Puis elles n'attendent les directions que ça. Donc, c'est pas contre le système, là. On va lever l'ancre, puis il y a beaucoup de capitaines des bateaux qui attendent juste ça. Des enseignants, des professionnels, des bénévoles dans les écoles, des organismes communautaires, des directions d'école qui attendent juste ça. Puis les élèves vont gagner, je suis convaincu. Donc, c'est pas comme si j'affrontais le système, là. Au contraire, c'est pas comme ça que je le vois du tout. C'est pas le Gaétan Barrette de l'éducation. Ah, mon Dieu. Non, il y a personne qui m'a comparé à lui, puis je m'attends pas. Moi, si quelqu'un le fait, c'est parce qu'il a une mauvaise foi, là, mais je m'attends pas à ce que quelqu'un de crédible et quelqu'un non, je m'attends pas à ce que quelqu'un fasse cette comparaison-là. L'enseignement, c'est une vocation ou une carrière? C'est une carrière. C'est une carrière. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il faut que ça soit une vocation. Ben, c'est parce que vocation, c'est un terme qui est usé, qui amène. C'est comme s'il fallait faire 1000 sacrifices, puis il fallait se sacrifier. C'est vocation, ça a une connotation religieuse. Là, puis je vois Jésus sur sa croix. Là, il y avait la vocation, puis on demande aux enseignants de faire ça. Pas du tout. Non, c'est une carrière enthousiasmante, passionnante, stimulante. Puis il y a un paquet de profs que je rencontre, moi, au quotidien, qui me disent que je changerais d'emploi pour rien au monde, Jean-François. Il y a des profs heureux, là. Il y en a, sont quoi? 95% des profs dans le réseau sont heureux, évidemment. Pas de ceux-là. Ben non, mais depuis qu'on parle là, sur la rue, là, il y a peut-être passé 200 voitures, aucun accident. Soyez sûr que personne ne va en parler dans les médias. Mais s'il y a un accrochage, par exemple, on va en parler. Parce que là, il s'est passé quelque chose. Mais l'événement, c'est 95% des profs qui, oui, trouvent ça difficile, mais c'est correct, ça, que ça soit difficile, tu sais. Mais qui sont contents d'aller travailler le matin, qui sont contents d'avoir des relations passionnantes avec leurs jeunes, avec leurs collègues. Bon, on en entend moins parler parce qu'évidemment, ceux qui s'expriment, c'est parce qu'ils souvent ils veulent manifester un mécontentement. Puis parce que un prof qui dit « Hey, je voulais juste vous dire que je vis une magnifique année avec mes élèves de secondaire 3 cette année. Pensez-vous vraiment qu'il va à la LCN après-midi, là? » Versus l'autre qui dit « C'est incroyable, j'ai reçu un coup en plein visage. » Lui, il va à la LCN. Bon, c'est correct, mais c'est pas la réalité des écoles. Donc, quelqu'un qui regarde les médias se donne une impression que tout va mal partout. C'est pas vrai. Je suis dans les écoles à toutes les semaines. C'est pas vrai. On parle beaucoup de l'éducation des enfants qui ont des difficultés, des structures, des choses à changer, le parascolaire, l'engagement, les conditions de travail des professeurs, leur salaire. Dans tout ce débat-là sur l'éducation, on parle très peu de ce qu'on enseigne dans les écoles, du programme, de la langue. On n'est pas en train de passer à côté du cœur de ce qui est le plus important, c'est ce qu'on leur enseigne à nos enfants, puis ça, on n'en parle pas. Mais on parle de ce qui va mal dans les médias. Puis bon, je blâme pas les médias, c'est comme ça. C'est comme ça depuis que le monde est monde. Non, mais c'est correct là. Vous, comme ministre, vous êtes satisfait avec ce qu'on enseigne à nos enfants dans nos écoles? Je pense qu'il faut améliorer les programmes de manière continue. Moi, je n'aime pas l'idée de faire une réforme à tous les 10 ans. Puis dire, bon, ben à tous les 10 ans, là, on appuie sur le bouton reset, puis tous les anciens programmes étaient pas bons, puis là, tous les programmes maintenant vont être bons pour 10 ans. C'est comme du yogourt, là. Il y a une date de péremption. Je crois pas ça. Il faut améliorer nos programmes de manière continue. Il faut les revoir. Là, je pense que le programme d'éthique et culture religieuse sera un des prochains qui va être revu. On vient d'implanter un programme d'histoire l'an dernier. Nouveau programme d'histoire, nouveau manuel, secondaire 4 et 5. Bon, c'est bon, ça fonctionne. Personne n'en parle, mais ça veut pas dire que c'est pas arrivé. Le programme a été revu. C'est un bon programme d'histoire. On a revu aussi, on a implanté un programme d'éducation financière, secondaire 5 aussi. Donc, notre carte de programme évolue, puis il faut qu'elle continue à évoluer. Chaque année, moi, je pense qu'il faut réviser un programme, le bonifier, s'assurer qu'il est cohérent avec le programme d'avant, le programme d'après. C'est un continuum, là. C'est ça qu'il faut faire. Mais je pense pas que c'est une bonne idée de dire, bon, ben là, on s'assoit tous en rond pendant 3 jours, et puis là, on revoit l'ensemble des programmes au Québec, parce que
c'est un problème. Ce serait un problème si on les revoyait pas en continu. C'est ça. La langue, est-ce qu'il faut qu'elle soit plus valorisée au Québec? La qualité du français? Oui, mais au Québec. C'est pas nécessairement à l'école de le faire tout seul. Moi, souvent, j'étais dans mon école à Saint-Basile-le-Grand, j'avais l'impression d'être le petit village d'Astérix qui résistait, puis on était les seuls fous à encore se battre contre l'envahisseur. Là. Il y avait juste moi qui disait aux élèves le matin, quand ils racontaient leur fin de semaine, disait, je suis allé chez ma grand-mère, je suis allé au hockey. Je suis allé chez ma grand-mère, je suis allé au hockey. Mais après ça, à la maison, à la radio, à la télé, partout, je suis allé, puis c'était cool, puis on a chillé, puis il y a après-midi, on allume la radio, ça veut dire qu'il y a un mix soleil-nuage. Puis on passe les prochains hits, puis on se revoit après la pub, et puis dans la publicité, il y a quelqu'un qui va massacrer son français, puis il n'y en a pas de problème. Alors, c'est un problème qu'on... moi, je pense que c'est un problème de société. C'est schizophrène là, de vouloir tant protéger notre société, notre culture canadienne, française, québécoise, etc., dans une société où on valorise pas cette langue-là. C'est un problème. Moi, je pense qu'il faut se poser la question comme société. Puis il faut que les gens qui ont le privilège d'avoir un micro se mettent sur les épaules le devoir d'avoir un bon français, d'éviter les anglicismes, les raccourcis, les erreurs de français. Moi, je trouve ça très important, très, très important. Puis, oui, les écoles doivent le faire, c'est certain. C'est sûr là, que ça appartient aux écoles d'enseigner le bon français, la bonne grammaire, la bonne diction, d'éviter les anglicismes, tout ça, c'est certain. Mais si ça résonne pas dans le reste de la société, là, on va se planter, puis on va passer à l'école pour des déconnectés. Pour les seuls. Là. C'est un peu pathétique. Là. C'est drôle là, quand on regarde un film d'Astérix, mais on sait bien que, bon, peut-être qu'ils vont sauver le petit village gaulois, mais aussitôt que tu sors, t'es dans un monde romain. Ben, moi, je veux bien que le Québec soit un village gaulois. Ça me plaît. Mais que l'école soit le petit village gaulois, puis que le reste de la ville est cédé à l'envahisseur, si j'ose dire, là, et que ça soit du franglais à grandeur, sauf dans l'école, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Moi, je pense qu'on a besoin d'un grand réveil, là. Faut être fier de la façon dont on parle. Et fier de parler français si on le massacre, là, c'est pas une vraie fierté, ça. Avez-vous une peur, vous? Une peur? Ben ouais, j'ai peur des raccourcis puis des démagogues. J'ai peur de la victoire des menteurs. Ça, je vous dirais ça. Et puis, c'est ce qui me dérange le plus. Moi, ça me dérange pas de débattre passionnément avec quelqu'un qui est en désaccord avec moi. Je trouve un plaisir là-dedans, puis des fois, il me convainc. Puis 2 jours après, j'ai écrit « Cette personne avait raison ». Mais de débattre avec quelqu'un qui ment et qui sait qu'il ment, ça me choque, là. Ça me choque. Ça me prend tout pour rester poli. Ça vient me chercher au plus profond de moi-même. Et écoutez, quand je vois là, les députés en face de moi au Salon Bleu qui disent « Ah, là, le gouvernement ne fait que les maternelles 4 ans », ils savent que c'est pas vrai. Puis parce qu'on a eu des débats, des fois, au-delà de la période de questions, on a des débats des fois de 15-20 minutes dont on parle pas dans les médias, puis c'est correct, mais tu sais, des fois, on sort de la période de questions pour débattre longuement, puis je leur réponds bien honnêtement, comme les 10 chantiers qu'on a lancés dans les 4 derniers mois. Puis le lendemain, ils vont encore dire, ben là, il n'y a pas juste la maternelle 4 ans, il faudrait faire la valorisation de la profession enseignante. La veille, je lui expliquais que pour la valorisation de la profession enseignante, on va hausser le salaire des enseignants, on va hausser les critères d'entrée à la profession, on va faire un plan d'intégration, d'insertion en emploi, on va implanter des programmes de mentorat. Puis le lendemain, elle va faire comme si elle n'avait rien entendu, puis elle va continuer de dire le contraire de la vérité. Et là, vraiment là, quand tu te lèves, puis parce que c'est pas à moi qu'elle ment, ou que d'autres personnes, c'est à tous les Québécois qui l'écoutent, et ça vient me chercher. Donc ça... c'est dur en politique quand on est... Ouais. Il y a beaucoup de mauvaise foi, là.
Vous trouvez pas ça difficile? Ouais, ben à chaque fois qu'il y a de la mauvaise foi, ça me tombe sur le foie. C'est une fois de trop. Et ça vient me chercher. On peut être éloquent, on peut débattre avec passion sans faire des raccourcis comme ça. Voilà. Monsieur Roberge, merci. Ça me fait plaisir. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook. Vous pouvez lire mes chroniques sur le site de TVA Nouvelles, encore écouter mes analyses, que ce soit à Mario Dumont, l'ajoute LCN, au bulletin de 22h avec Sophie Thibault à TVA, ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche que j'anime, l'ajoute édition dimanche à 10h et 17h sur LCN. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.